Bonjour, il s'agit dans ce tutoriel aujourd'hui d'aborder donc un tableau très important dans le secteur commercial, à savoir le tableau de prospection commerciale qui va vous permettre de gérer de manière très intéressante le suivi de votre prospection, le statut de vos prospects jusqu'à la transformation au statut de client éventuellement. Un tableau de ce type est relativement personnel et dépend clairement de la situation dans laquelle on se trouve. Donc il est très compliqué de vous présenter un tableau qui serait un exemple unique à suivre. Il faudra bien évidemment adapter le tableau en fonction de vos attentes, de vos besoins et bien évidemment de la situation professionnelle dans laquelle vous travaillez. Quoi qu'il en soit, l'objectif de ce tutoriel est plutôt de vous montrer quelques exemples, quelques fonctionnalités et surtout de vous présenter un petit peu la démarche à suivre pour mettre en place un tel tableau. Ce tableau que nous retrouvons ici présente différentes zones. Nous parlerons tout à l'heure ici de cette petite zone graphique qui va nous permettre de ressortir certains rapports et notamment certaines informations importantes dès le départ. Une zone de filtre qui va nous permettre notamment de pouvoir trier les informations par rapport à différentes notions. Ici, il s'agira par exemple de trier selon différents statuts. Est-ce que nous avons abandonné ce prospect? Est-ce qu'il s'agit d'un prospect directement? Est-ce que cette personne a été transformée en tant que client? Est-ce qu'il y a un suivi actuellement en cours? Possibilité également de trier ici selon différents vendeurs qui auraient été attribués. On est ici dans l'exemple d'un travail collaboratif avec un fichier partagé. Chaque vendeur étant en charge de gérer plusieurs prospects et le suivi de leur dossier. Et puis une autre présentation ici qui permettra de trier selon la prochaine action à mettre en place, encore une fois à adapter selon vos besoins, mais ici il s'agit de savoir si la prochaine étape est d'abandonner la démarche de ce prospect, si il faut simplement le contacter pour une première espèce de contact, envisager la conversion dans le cadre d'un échange qui serait plus ou moins intéressant. Est-ce que c'est un suivi actuellement en cours ou est-ce que c'est terminé et qu'il n'y a plus rien à faire pour ce prospect en l'occurrence. Et enfin, une dernière zone ici présente qui va regrouper à la fois les actions et les informations importantes dans la gestion du quotidien, une partie de notre tableau ensuite qui va permettre de retrouver les informations en lien avec notre prospect, et puis une troisième partie sur le côté qui, elle, concernera essentiellement la gestion du suivi pour chacun de ces prospects directement. Je vous propose donc de faire une petite présentation rapide de ce fonctionnement qui a été mis en place pour ce tableau-ci. Encore une fois, il vous faudra bien évidemment l'adapter. Je vais envisager ici de créer donc une nouvelle ligne. La numérotation de mon prospect va se faire automatiquement. Par défaut, donc le nom d'entreprise sera choisi. Par défaut, le statut sera prospect. Aucun vendeur n'est attribué. On a fait le choix ici de mettre une couleur rouge qui s'affiche automatiquement pour justement inciter à la sélection automatiquement. Donc je vais mettre ici un vendeur qui lui sera attribué. La date de la prochaine action est en cours puisque pour l'instant, il n'y a encore rien eu qui a été effectué. Ensuite, différentes valeurs pourront être saisies, le numéro de tiré, la provenance, elle, sera faite par une liste déroulante dont nous découvrirons le fonctionnement tout à l'heure. De même pour la catégorie et pour le secteur d'activité qui lui aussi a été créé grâce à une base de données pour une liste déroulante. Les autres informations par la suite seront saisies manuellement, le prénom, le nom, la fonction éventuellement de la personne contactée, le numéro de téléphone, la ville, le mail. Et encore une fois, mon conseil est de vous forcer à stocker un maximum d'informations, toujours dans des colonnes séparées, pour pouvoir éventuellement, en plus des tris que nous aurons mis en place ici, effectuer des filtres et des tris directement dans chacune des colonnes. Ensuite, nous avons donc ici une dernière étape qui consiste en un tableau de gestion des actions. J'ai proposé sur cette version-ci une prospection qui n'irait pas au-delà de 5 actions, en estimant qu'au-delà de 5 actions, normalement, la prospection devait être soit achevée et aboutir sur de la prise de rendez-vous ou de la commande éventuellement, donc de la transformation, ou accessoirement mener à un abandon. La première étape donc sera de choisir la première action. Ici, il n'y en a pas. La première action, on voit bien que lorsqu'il n'y a pas d'action proposée, la prochaine action proposée est bien le contact, par défaut.
Je vais donc envisager de faire une prise de contact. La date se marque automatiquement comme étant celle du jour, avec la possibilité éventuellement de la remplacer manuellement. L'objectif étant toujours d'automatiser les choses. La case s'allume en rouge pour me signaler qu'on attend que l'information complémentaire soit obligatoirement renseignée afin de pouvoir considérer que cette action a été faite donc aujourd'hui. Nous réaliserons tout à l'heure que dans ce fonctionnement-là, la case d'information a une grande importance dans le fait d'être remplie, puisque c'est elle qui pourra déterminer, grâce à des vérifications et des si, l'avancement ou la situation et ainsi déterminer les prochaines actions. On voit bien ici que nous sommes sur un statut en cours actuellement. Et je vais donc pouvoir ici, par exemple, après mon coup de téléphone, renseigner en disant que je n'ai pas eu de réponse. En validant cette information, automatiquement, par défaut, une date vient se rajouter comme date de prochaine action. Date qui est déterminée par un délai, là aussi programmable, nous verrons tout à l'heure. Pour ma part, ce délai est programmé à 15 jours par défaut. L'intérêt, encore une fois, est d'avoir une certaine automatisation, mais comme à chaque fois, cette date pourra être remplacée manuellement si besoin. Et donc cette case rouge qui m'explique bien que je dois déterminer quelle est la prochaine action. N'ayant pas eu une réponse, la prochaine action pour moi serait probablement de faire une relance dans 15 jours. Les deux cases sont en orange. Nous sommes bien sur une prochaine action qui serait la relance. Le fait que les deux cas soient en orange me signifie que c'est une action à venir et qu'elle n'est pas terminée et qu'il faudra donc que je la reprenne à cette prochaine date. La date de la prochaine action, elle a été récupérée et s'est vue rajoutée ici. Une fois que nous arriverons à cette deuxième action, je pourrais venir la confirmer en disant que, par exemple, cette fois-ci, le client est intéressé. De la même manière que tout à l'heure, il y a une erreur ici pour l'instant, puisque je n'ai pas renseigné la prochaine action. La prochaine action serait peut-être effectivement une conversion qui, elle, aurait lieu à cette date-là. Nous sommes encore une fois en orange ici, pour nous signaler que cette action doit être complétée par la suite. Imaginons que nous arrivions donc au 15 mars, cette fois-ci, donc date de la prochaine action. Nous sommes bien sur une prochaine action conversion, avec un statut ici qui serait quasiment de client. Nous allons pouvoir ici maintenant éventuellement déterminer que c'est bien terminé avec succès. La date qui est écrite automatiquement ici, je peux donc du coup la supprimer et considérer que mon action est terminée. Si ce n'est pas le cas, il y a un message d'erreur qui montre bien que cette date générée doit être supprimée directement. Imaginons par exemple que, à l'inverse, j'ai souhaité ici mettre en place un abandon à une prochaine date, éventuellement si je décide de rappeler. Sinon là aussi, il me suffit de renseigner la date moi-même. Je fais un abandon aujourd'hui même, le 13 février 2022, et puis je marque client non intéressé. Directement. Le fait que l'abandon ait été mis en place me dispense de la suite. Nous sommes ici terminés et le statut du client est abandonné. Donc ces différentes solutions vont nous permettre sur un maximum de 5 actions de pouvoir avancer pas à pas au fur et à mesure et d'avoir systématiquement toutes les informations relatives au statut du client directement dans la première ligne et de les retrouver encore une fois générées dans cette première partie graphique que nous avons vue au départ, le rapport, les prochaines actions et le nombre de contacts par mois par exemple, qui va nous permettre très vite, à l'aide des filtres aussi également, d'avoir des informations très ciblées et de savoir par exemple que dans les prochaines actions, il y a 6 personnes à contacter encore directement. Une vision ici qui me permet de réaliser que 46% de ma liste fait encore partie de mes prospects et donc font partie des gens à aller contacter. Voilà globalement une proposition de fonctionnement. Bien évidemment, il faudra l'adapter à vos besoins et à votre situation. Et l'objectif maintenant dans ce tutoriel, c'est de vous décortiquer un petit peu le fonctionnement de cet outil-là et de vous montrer quelques formules et quelques astuces pour vous permettre vous-même de créer votre propre tableau.
Une des premières étapes donc dans la création de votre tableau, même si on pourra y revenir par la suite, l'idéal est d'essayer d'anticiper un petit peu cette étape-là dès le départ, va être de déterminer plusieurs tableaux de valeurs auxquels nous pourrons rajouter des informations et qui nous serviront essentiellement à déterminer des variables et puis des bases de données pour la mise en place de listes déroulantes, encore une fois pour automatiser les différentes informations. Nous avons fait par exemple ici le choix d'avoir un tableau pour gérer les différents types de contacts, le nom des différents vendeurs, les provenances des différents contacts, les catégories professionnelles des entreprises, le secteur concerné et puis une variable déterminée ici pour le délai par défaut entre deux contacts, entre deux actions. Pour chacune de ces valeurs, il convient donc déjà dans un premier temps de lister vos informations. Donc par exemple la valeur numéro 1, la valeur numéro 2. Donc je vais étirer un petit peu ici pour vous montrer le fonctionnement, avec effectivement le titre de votre valeur. Et de venir transformer donc cette partie-là, relativement important, en forme de tableau, ici directement, tableau avec des en-têtes. Cela aura pour intérêt principal de vous permettre par la suite, donc soit d'étirer ici, vous avez vu avec la petite marque ici, sinon de toute façon de renseigner une valeur supplémentaire en dessous. Vous vous rendez compte qu'automatiquement, lorsqu'on rajoute des valeurs, elles sont systématiquement rajoutées au tableau, ce qui fait que votre tableau va pouvoir être évolutif et il n'y aura pas besoin de faire de modifications par la suite. Une fois qu'on a créé le tableau, il nous faudra aussi sélectionner la totalité de nos valeurs ici, les déclarer comme variables en leur donnant un nom, ici par exemple, de ma variable. Je vais l'appeler ici variable, tout simplement. Donc déterminer une variable qui va contenir la totalité des valeurs de ce tableau. Lorsqu'on effectue ces deux tâches, on va pouvoir se rendre compte dans l'onglet des données, des formules, pardon, excusez-moi, que le gestionnaire de nom va nous permettre de retrouver la totalité des éléments. Alors ici, il y a toutes les variables sur mon fichier déclaré, mais nous retrouvons ici, par exemple, le tableau numéro 1, qui est le tableau que je viens de déclarer, que je vous invite, pour plus de facilité, comme je l'ai fait pour les autres, à venir renommer directement. Donc on vient modifier ce tableau et on peut lui donner un nom. Personnellement, je démarre toujours avec le préfixe tab pour pouvoir les reconnaître facilement dans mes variables. Tab des variables, par exemple, ici. Donc je donne un nom à mon tableau et je peux également retrouver la variable que je viens de créer ici, variable, qui me permettra d'utiliser par la suite directement donc dans mes prochaines démarches. Donc cette manipulation est à effectuer pour chacun de vos tableaux directement. Donc ici, je vais tout simplement les supprimer pour éviter d'avoir des valeurs supplémentaires inutiles qui traînent dans mon tableau. Et donc nous étions sur le tab variable ici à supprimer également. Alors on ne peut pas le supprimer ici, je vais le supprimer directement de cette manière-là. Donc pour chacun de vos tableaux, créer les différents espaces avec les différentes valeurs, renommer le tableau dans l'onglet formule, encore une fois dans le gestionnaire de nom, et puis pour les différentes valeurs contenues à l'intérieur, créer une variable avec un nom, encore une fois, que vous pouvez identifier rapidement. De la même manière, ici le délai par défaut, c'est vu attribuer chez moi un nom de variable qui est délai, qui me permettra de le rappeler directement et plus facilement dans toutes mes formules. Voilà, une première étape assez importante. Encore une fois, il sera possible d'y revenir et puis vous pourrez systématiquement, grâce au tableau, venir très facilement rajouter ici un prochain vendeur. Michael se rajoute dans les vendeurs. Le rajoutant ici, il sera impacté directement dans mes prochaines valeurs. Une des premières étapes donc dans la création de votre tableau, même si on pourra y revenir par la suite, l'idéal est d'essayer d'anticiper un petit peu cette étape-là dès le départ, va être de déterminer plusieurs tableaux de valeurs auxquels nous pourrons rajouter des informations et qui nous serviront essentiellement à déterminer des variables et puis des bases de données pour la mise en place de listes déroulantes, encore une fois, pour automatiser les différentes informations. Nous avons fait par exemple ici le choix d'avoir un tableau pour gérer les différents types de contacts, le nom des différents vendeurs, les provenances des différents contacts, les catégories professionnelles des entreprises, le secteur concerné, et puis une variable déterminée ici pour le délai par défaut entre deux contacts, entre deux actions.
Pour chacune de ces valeurs, il convient donc déjà dans un premier temps de lister vos informations. Donc par exemple, la valeur numéro 1, la valeur numéro 2. Donc je vais étirer un petit peu ici pour vous montrer le fonctionnement, avec effectivement le titre de votre valeur. Et de venir transformer donc cette partie-là, relativement important, en forme de tableau, ici, directement, tableau avec des en-têtes. Cela aura pour intérêt principal de vous permettre par la suite, donc soit d'étirer ici, vous avez vu avec la petite marque ici, sinon de toute façon de renseigner une valeur supplémentaire en dessous. Vous vous rendez compte qu'automatiquement, lorsqu'on rajoute des valeurs, elles sont systématiquement rajoutées au tableau, ce qui fait que votre tableau va pouvoir être évolutif et il n'y aura pas besoin de faire de modifications par la suite. Une fois qu'on a créé le tableau, il nous faudra aussi sélectionner la totalité de nos valeurs ici, les déclarer comme variables en leur donnant un nom, ici par exemple, de ma variable. Je vais l'appeler ici variable, tout simplement. Donc déterminer une variable qui va contenir la totalité des valeurs de ce tableau. Lorsqu'on effectue ces deux tâches, on va pouvoir se rendre compte dans l'onglet des données, des formules, pardon, excusez-moi, que le gestionnaire de noms va nous permettre de retrouver la totalité des éléments. Alors ici, il y a toutes les variables sur mon fichier déclaré, mais nous retrouvons ici, par exemple, le tableau numéro 1, qui est le tableau que je viens de déclarer, que je vous invite, pour plus de facilité, comme je l'ai fait pour les autres, à venir renommer directement. Donc on vient modifier ce tableau et on peut lui donner un nom. Personnellement, je démarre toujours avec le préfixe tab pour pouvoir les reconnaître facilement dans mes variables. Tab des variables, par exemple, ici. Donc je donne un nom à mon tableau et je peux également retrouver la variable que je viens de créer ici, variable, qui me permettra d'utiliser par la suite directement donc dans mes prochaines démarches. Donc cette manipulation est à effectuer pour chacun de vos tableaux directement. Donc ici, je vais tout simplement les supprimer pour éviter d'avoir des valeurs supplémentaires inutiles qui traînent dans mon tableau. Et donc nous étions sur le tab variable ici à supprimer également. Alors on ne peut pas le supprimer ici, je vais le supprimer directement de cette manière-là. Donc pour chacun de vos tableaux, créez les différents espaces avec les différentes valeurs, renommer le tableau dans l'onglet formule, encore une fois dans le gestionnaire de noms, et puis pour les différentes valeurs contenues à l'intérieur, créer une variable avec un nom, encore une fois, que vous pouvez identifier rapidement. De la même manière, ici le délai par défaut, c'est vu attribuer chez moi un nom de variable qui est délai, qui me permettra de le rappeler directement et plus facilement dans toutes mes formules. Voilà, une première étape assez importante. Encore une fois, il sera possible d'y revenir et puis vous pourrez systématiquement, grâce au tableau, venir très facilement rajouter ici un prochain vendeur. Michael se rajoute dans les vendeurs. Le rajoutant ici, il sera impacté directement dans mes prochaines valeurs. À présent, une fois que notre tableau a été structuré pour accueillir nos données, que les listes déroulantes ont été mises en place, il va nous falloir donc travailler sur différents aspects. Certaines de ces cellules ici, notamment le statut, le prochain contact et la date qui vont être calculés par des formules, alors qui ont l'air relativement barbares ici, mais que j'essaierai de vous présenter de manière simplifiée tout à l'heure. Également, gérer certaines cellules automatiques, notamment au niveau des dates, par des formules. Là aussi, je vais vous montrer comment les mettre en place, ainsi que la numérotation automatique et la recherche d'erreurs qui va se faire ici, qui nous servira par la suite, ou la recherche du premier mois du contact. Donc ces formules-là, je vais essayer de vous les présenter. Encore une fois, elles sont relativement longues puisqu'elles contiennent beaucoup de conditions. L'idée étant de ne pas forcément vous demander de les reproduire à l'identique, hein, mais de vous permettre de comprendre le fonctionnement pour pouvoir l'adapter à vos besoins. Et enfin, en dernier lieu, arrivera la mise en forme conditionnelle qui va vous permettre, encore une fois, selon ce que vous voulez mettre en évidence, d'appliquer des aspects graphiques, des couleurs en fonction de certains résultats et de pouvoir vous permettre de repérer plus facilement certaines notions.
Alors commençons peut-être par la formule la plus simple. Il s'agit ici dans un premier temps de mettre en place une numérotation automatique. Là encore, l'idée est de simplifier la tâche, hein. On pourrait la saisir manuellement, mais le but étant d'automatiser tout ce qui est possible. Cette formule est relativement simple puisque nous allons ici nous servir de la fonction ligne, ligne qui donne le numéro de la ligne tout simplement, ligne qui va être appliquée, donc si nous appliquons les couleurs ici, à cette cellule bleue qui est la cellule de le nom de l'entreprise par exemple, donc qui ici dans notre cas particulier serait la ligne numéro 3, moins le numéro de ligne qui lui va être fixe systématiquement et va être le numéro de ligne de l'entête de la colonne du tableau. L'intérêt de cette formule très simple est que lorsqu'on va créer d'autres lignes, la valeur, le numéro de ligne de la cellule bleue, lui, va être incrémenté de 1 systématiquement au fur et à mesure, alors que le numéro de ligne de départ, lui, sera toujours 2, puisque les entêtes de colonne ne bougent pas. Et donc cette simple solution va nous permettre par la suite d'incrémenter automatiquement nos différentes lignes de tableau. Je reviendrai un peu plus tard sur ces formules qui seront un peu plus complexes, et je vous propose donc dans l'ordre établi qui me paraît le plus intéressant, d'en arriver tout de suite à la saisie des dates automatiques. Donc ici, la première date, relativement simple. Dès le moment que je vais mettre une action en place, je souhaiterais que cette date se remplisse automatiquement. Donc ici, si mon action est vide, il n'y a rien. Et si je choisis une action suivie par exemple, la première date va se remplir en étant la date d'aujourd'hui. Je peux constater que cela se fait très simplement en lui disant que si la valeur action qui se trouve juste à côté est différente du vide, alors la valeur sera aujourd'hui, sinon vide, va me permettre d'automatiser cette date directement. Le principe reste le même, donc ici mon information demande à être complétée et je souhaiterais qu'à chaque fois que mon information ici est renseignée, ici ce n'est pas encore le cas, je vais renseigner mon information et la valider. Du coup, je me rends compte que directement, la prochaine date est renseignée avec un délai de 15 jours supplémentaires. Comment mettre cela en place? Ici, on lui dit que si la première date est différente du vide et que l'action n'est pas vide, et que l'information n'est pas vide non plus, donc j'ai bien 3 conditions vérifiées ici avec un « et ». Si ces 3 conditions sont vérifiées simultanément, alors je vais prendre la date numéro 1 et y rajouter le délai qui est mis en place automatiquement. Délai, je vous rappelle, qui est le nom de la variable que nous avons créée tout à l'heure dans les données. Cela me permettra d'appliquer automatiquement de manière systématique un délai de 15 jours à chaque fois que la prochaine action devrait être créée et de pouvoir par la suite éventuellement la modifier manuellement s'il le faut. Le principe reste le même systématiquement, donc ici je choisis mon action numéro 2, il s'agirait de faire par exemple un suivi, je suis en orange en attendant la suite des informations. Du coup cette fois-ci, je vais pouvoir renseigner mon information 2, et voir ici encore une fois que ma date se calcule automatiquement. Sur le même principe, je vais vérifier avec 3 conditions avec un « et », que la date numéro 2 soit différente du vide, que l'action 2 soit différente du vide et que l'information 2 soit différente du vide. Si ces 3 informations préalables, action 2, date 2 et information 2 ont été toutes les 3 renseignées, dans ce cas-là, automatiquement, la date numéro 3 sera créée en attendant la prochaine action. Si éventuellement, à l'information numéro 2 et l'action numéro 2, il s'agissait d'un abandon, il me suffirait de supprimer cette date et de clore ici ma démarche de prospect. Donc pour les différentes dates automatiques, il suffira systématiquement de tester, dans le cas que je vous présente ici, l'impact de l'action précédente, de la date précédente et de l'information précédente, et de s'assurer que les 3 éléments ne sont pas vides, ce qui automatiquement va générer une prochaine date. De la même manière, donc pour les actions, pour la date 4 et pour la date numéro 5, ici directement. Ensuite, 2 petites formules relativement simples à mettre en place. On réalisera rapidement qu'il pourrait être intéressant de mettre en évidence des erreurs qui correspondent notamment à des oublis manuels. Ici, on voit bien, la case rouge permet de le mettre en évidence également, que nous avons une action à renseigner puisque l'action 2 est terminée, la date numéro 3 est prévue, mais l'action n'a pas encore été établie. Si elle n'est pas établie, il sera impossible de la récupérer pour la faire apparaître dans les prochaines actions. Du coup, pour mettre ça en évidence, nous avons ici une recherche d'erreur
qui va, elle, aller vérifier avec un OU la véracité de 5 erreurs possibles, chaque erreur étant représentée par un et directement ici. Par exemple, je considère que si l'action 1 est vide et que la date 1 n'est pas vide, ce serait une erreur que l'action soit vide. De la même manière, si l'action 2 est vide mais qu'il y a une date, ce serait une erreur, et ainsi de suite pour les 5. Il s'agit donc de mettre avec un « et » qui demande deux notions, les 5 erreurs que nous cherchons à viser. Le OU va nous permettre de récupérer la valeur vraie si n'importe laquelle de ces 5 erreur est allumée. Si n'importe laquelle de ces 5 est vraie, alors le OU nous rendra vrai. Et donc, si devant nous permet de dire que si tout ça est vrai, alors nous marquerons erreur dans la case, sinon nous marquerons que tout est OK. Donc le OU ici nous permet d'aller tester la validité ou pas à 5 endroits différents. Et donc nous permet d'avoir cette valeur d'erreur que nous pourrons récupérer en tant que terme plus tard pour simplifier les calculs et les recherches dans les autres formules. Et enfin, autre formule encore relativement simple à mettre ici, il nous sera intéressant, notamment pour la création des graphiques et notre suivi, de récupérer le mois du premier contact. Cette valeur-là est simplement, grâce à la fonction texte, la valeur au format MMM qui permet de dire que l'on veut l'écriture raccourcie d'un mois. Donc la fonction texte qui s'applique à la première date et avec le format mois raccourci pour récupérer ici par exemple JAN pour janvier et les différentes valeurs pour chaque mois. Donc ici nous avons la valeur de février pour la raison simple que nous avons ici notre première date qui est bien le 13 février qui est donc bien en février. Lorsque nous aurons une première action, donc une première date de contact, nous récupérerons donc le mois dans lequel le suivi de ce prospect a été enclenché, ce qui nous permettra d'avoir des statistiques assez intéressantes. Donc première étape pour vous, bien évidemment, mettre en place toutes ces automatisations, tant sur la numérotation automatique ici de vos numéros de prospects, que sur l'automatisation des dates. Encore une fois, les dates sont saisies de manière automatique par rapport à un délai que vous pouvez programmer, mais rien ne vous empêchera dans votre fonctionnement de pouvoir modifier manuellement, lorsque c'est nécessaire, une date qui serait différente si un client vous demandait de le rappeler plutôt dans 3 jours que dans 15 jours. Une fois toutes ces valeurs mises en place, il vous restera à travailler sur deux formules un peu plus complexes. Alors je vais juste ici enlever mon erreur en renseignant une action par exemple de suivi toujours. Donc il va me rester à déterminer d'une part le statut dans lequel je me trouve, la prochaine action et la date à mettre en place. Donc il nous reste à présent 3 formules à regarder, alors qui vont avoir l'air un peu complexes car très longues, mais qui sont finalement relativement simples à mettre en place une fois qu'on a compris le fonctionnement. Et encore une fois, mon objectif n'est pas de vous donner des formules à reproduire, à recopier directement, mais plutôt de vous expliquer les différentes solutions qu'on peut utiliser pour gérer ce genre de choses. Au niveau de la date, nous avons une formule, ce qui sera le cas pour les autres aussi également, qui va utiliser donc des si imbriqués. Nous voyons qu'il y a ici un premier si, donc si alors, sinon si, les si s'imbriquent les uns dans les autres jusqu'à la fin, et selon le nombre de si qui ont été mis en place, il faudra bien penser à fermer toutes les parenthèses directement derrière. Donc au niveau de la date, on lui dit que si l'erreur est égale à erreur, donc cette fameuse cellule d'erreur que nous avons créée tout à l'heure, si il y a une erreur de déceler, alors à la place de la date, il écrira le mot erreur. Sinon, si l'action 1 est vide, alors il mettra vide, c'est-à-dire que si pour l'instant le prospect n'a pas été traité, il n'y a pas de date de prochaine action puisqu'il faut commencer la prise en charge. Pour la suite, les différents si vont être complètement identiques, sauf qu'ils seront transposés à chaque fois pour les actions 2, 3, 4 et 5. Le but est d'aller vérifier avec un et deux choses. Le et va vérifier que l'action 2 soit différente du vide et que l'information 2, elle, soit vide. Donc dans ce cas-là, c'est le fameux cas où les cellules sont allumées en orange. Il y a une action et donc une date, puisque le choix de l'action et de la date sont synchronisés. Il y a une action et une date, mais pas encore d'information, c'est-à-dire que c'est la prochaine action qui va être mise en place et qui est en attente. Donc si ces deux choses sont vérifiées, donc avec le et,
Dans ce cas-là, ce sera la date numéro 2. Sinon, si on fait le même test pour l'information 3 et date 3, action 3, et ainsi de suite jusqu'au bout pour afficher date 3, date 4 ou date 5 comme étant la date de la prochaine action. Pour ce qui est de la prochaine action, ce sera sur le même principe. Donc là encore, des si imbriqués qui ont été mis en place. Si nous regardons plus en détail, nous allons faire un si au départ, vérifier une action avec un et. L'action 1, elle, est différente du vide, tandis que l'information 1, elle, est vide. Dans ce cas-là, le statut sera en cours, c'est-à-dire que je suis en train de faire la première action, j'ai choisi le fait que ce soit une action, la date d'aujourd'hui, et je suis en train d'appeler par exemple mon prospect. Donc si quelqu'un venait consulter le tableau actuellement, comme il n'y a pas encore une information sur le résultat de ma prospection, finalement pour l'instant c'est en cours. Sinon, si jamais il y a une erreur, donc si la case erreur vaut erreur, dans ce cas-là, là aussi nous mettrons erreur. Sinon, ensuite cela va se reproduire de la même manière. Si l'action 1 est égale au vide, dans ce cas-là, le statut est contact, la prochaine action est contact. S'il n'y a pas encore eu de première action, il s'agit d'un prospect et l'objectif principal est de le prendre en charge pour un premier contact. Sinon, si on vérifie avec un et, que l'action 2 soit différente du vide et que l'information 2, elle, soit vide, dans quel cas ce sera l'action 2 qui, elle, sera utilisée comme action suivante à mettre en place. Donc en fait, nous allons chercher dans les prochains si le premier endroit, en avançant au fur et à mesure de l'action la plus petite vers la plus grande, le premier endroit où il y a une action qui existe, donc non vide, mais une information qui elle est vide, ce qui veut dire que cette action-là n'est pas encore établie, que c'est la prochaine à venir, et du coup, nous récupérons la valeur de cette action directement. Donc la suite, les prochains si, imbriqués les uns dans les autres, sont structurés sur le même fonctionnement. Des formules qui sont relativement longues, pas très compliquées à mettre en place, mais pour lesquelles il vaut mieux commencer par de petits morceaux et faire grossir cette formule au fur et à mesure, ce qui explique effectivement que le test d'erreur par exemple, ou le test d'action arrive ici en dernier lieu. Je vous rappelle que les si imbriqués ou toutes les formules sur Excel, la règle de base est de commencer par le petit morceau à l'intérieur et d'élargir au fur et à mesure votre formule, ce qui vous permet aussi de vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans certains endroits et de mieux repérer les erreurs lorsqu'elles existent. Et enfin, dernière formule utilisée ici, celle du statut dans lequel nous nous trouvons. Ici, encore une fois, l'utilisation de si imbriqués. Il y en a un peu moins cette fois-ci. Si l'action 1 est vide, dans ce cas-là, le statut c'est prospect. Et ensuite, pour les autres, nous allons utiliser la fonction etexte et la fonction recherche horizontale pour déterminer un petit peu les différents statuts. Alors la fonction de recherche horizontale, on va rechercher par exemple le terme abandon dans le tableau avec toutes nos valeurs, donc ce tableau est effectivement celui-ci, donc je cherche dans ce tableau ici en rouge le terme abandon de manière horizontale. Le 1 ici signifie que nous recherchons de manière dans la première ligne, pardon. Le faux, pardon, veut dire que nous cherchons de manière exacte. Donc nous cherchons de manière exacte le terme abandon dans ce tableau-là qui n'a qu'une seule ligne, et nous lui demandons, lorsqu'il trouve le mot abandon, de nous sortir la valeur qui est dans la ligne 1, mais comme il n'y a qu'une ligne, il sortira effectivement le mot abandon. Si le mot abandon existe, il nous ressortira le mot abandon, donc il nous sortira du texte. Si le mot abandon n'existe pas dans cette ligne-là, il ne le trouvera pas, il nous sortira une erreur du type NA dièse, qui elle n'est pas du texte. Donc l'intérêt n'est pas forcément de chercher la valeur en question ici, c'est juste de lui dire si la fonction de recherche trouve le mot abandon, c'est du texte, on aura un vrai, sinon c'est pas du texte et on aura un faux. Si c'est du texte, donc si tout cela est vrai, alors on écrira que le statut est bien abandon, sinon on poursuivra la démarche dans un prochain si, dans une deuxième fois, en cherchant si jamais, cette fois-ci, c'est une conversion. Si le mot conversion existe dans cette ligne-là, dans quel cas on imaginera que le statut est le statut de client. Et dans tous les autres cas, si ce n'est ni un prospect, ni une conversion, ni un abandon, cela veut dire que, tout simplement que le dernier cas sera suivi. La personne en question sera simplement en cours de processus, et donc le statut sera suivi. Il n'y a que 4 statuts à gérer ici. Donc nous avons utilisé
un petit stratagème ici avec cette fonction recherche horizontale qui normalement permet de chercher dans les en-têtes de colonne et d'aller repérer une valeur qui se trouve dans une autre ligne. Ici, elle nous permet simplement de déterminer l'existence d'un mot dans une ligne, qu'on aurait pu aussi rechercher avec la fonction equiv par exemple, pour simplement déterminer si le mot a été signalé ou pas. Donc voilà un petit peu les différentes formules existantes qui vont vous permettre petit à petit de pouvoir déterminer les différentes valeurs. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a donc énormément de travail sur un tableau comme celui-ci. Tout ne se fait pas directement du premier coup. Et la meilleure manière d'avancer, c'est d'y aller étape par étape et donc de bien structurer les différentes parties du tableau, les différentes formules qui permettent d'automatiser notamment les dates, les numérotations, de mettre en place les listes déroulantes et petit à petit de gérer cellule par cellule vos formules au fur et à mesure. Pour terminer, il y a de nombreux endroits, comme vous avez pu le voir, où les valeurs vont s'allumer en fonction des résultats. Si je retourne un tout petit peu en arrière dans ma présentation, alors faire attention de ne pas supprimer les cellules où il y a des formules. Pour les autres, il n'y a pas de souci, donc je vais juste éviter de supprimer les dates. Donc je supprime à niveau tout ici. Les mises en forme conditionnelles, par exemple, lorsqu'il n'y a pas de date ici, ou que c'est en erreur, ça va s'allumer en rouge. De la même manière que lorsque je vais choisir une action ici, par exemple, de contact, le terminé au niveau de la date va se mettre en place, en vert. Le statut de suivi va forcément se mettre en jaune directement. Et je vais pouvoir repérer les différents éléments. De la même manière ici, cette cellule s'allume en rouge parce qu'on attend tout de suite de moi une information que je dois renseigner. Donc par exemple, pas de réponse comme nous l'avons fait tout à l'heure. Là encore une fois, cette case va elle-même s'allumer en rouge parce que j'ai une prochaine date qui a été déterminée, puisque l'action 1 est terminée, la deuxième arrivera dans 15 jours ou à une autre date si je modifie mon délai. Et on veut m'informer, parce que c'est bien une erreur ici, que je n'ai pas pensé à saisir l'action et que je dois absolument, par exemple, déterminer qu'il s'agit d'une relance. Et toujours pareil, ces deux cellules-ci sont en orange puisqu'il y a une action et une date, pas encore d'information, cette action est en suspens, elle sera établie plus tard. Ça me permettra visuellement de me rendre compte que les éléments en orange sont ceux que je vais traiter plus tard ou que je suis en cours de traitement, qui sont en cours de traitement, pardon. Pour toutes ces différentes mises en forme graphiques, la solution est toujours la même, il s'agit des mises en forme conditionnelles. Alors, je ne vais pas les reprendre une par une pour vous montrer toutes les possibilités. Il y a essentiellement deux types de mises en forme qui ont été utilisées. La première, par exemple, dans cette case de suivi. Donc le principe est toujours le même, je sélectionne la case ou les cases qui m'intéressent pour mettre en place ma formule. Ici, pour cette case-là, dans les mises en forme conditionnelles, nous avons utilisé une règle qui consiste à savoir, ici, texte qui contient. Je choisis cette règle, alors je vais aller un peu plus loin dans les mises en place. Texte qui contient suivi par exemple, et je vais pouvoir aller déterminer ici, dans les formats personnalisés, quelle serait la couleur de remplissage qui lui serait attribuée. Cette mise en forme conditionnelle va me permettre donc de créer des règles différentes pour allumer les cases en fonction de la valeur qu'elle contient directement. Donc ici nous avons utilisé texte qui contient, mais il y a d'autres règles en général aussi intéressantes qui vont vous permettre de gérer les valeurs supérieures à, inférieures à, ou de travailler sur des pourcentages les plus élevés, ainsi de suite. Donc la plupart de ces règles-là vont vous permettre souvent de gérer une bonne partie de vos règles. Notez bien que pour le cas ici, ayant plusieurs statuts, suivi, client, abandon et prospect, il faudra gérer plusieurs règles pour que les différentes couleurs puissent apparaître selon les résultats. Pardon, fausse manipulation. Pour ce qui est du coup de ces autres cellules, c'est un peu particulier puisque nous allons devoir mettre des formules que nous allons créer nous-mêmes. Alors je reviens encore une fois à l'exemple ici de cette case rouge. Pourquoi est-ce que cette case rouge action 2 s'allume? Eh bien parce que il y a une information 1 qui est renseignée, il y a une date 2 qui est renseignée, et du coup cette valeur ici est vide. Dans ce cas-là, normalement il y a une erreur. Pour gérer ce genre de choses, nous allons dans les règles de mise en forme conditionnelle, cette fois-ci, aller créer une nouvelle règle. Nouvelle règle que l'on va faire en utilisant une formule, et on va pouvoir commencer une formule ici en lui disant par exemple égal avec un et, entre parenthèses,
Et nous lui dirions ici, donc, la cellule T3 est différente de 0, la cellule V3 est différente de 0, la cellule U3 égale au vide. Donc avec un et, si ces trois conditions sont vérifiées, on mettra ici une mise en forme en rouge. Donc pour vous donner un aperçu de cette règle, elle doit être en place ici. Donc la problématique est qu'au bout d'un moment, on finit par avoir de nombreuses règles qui apparaissent. Donc on va aller gérer les règles. Vous vous rendez compte que ces règles sont relativement nombreuses. Là, on est sur des valeurs de cellules pour celle-ci. Un exemple de celle avec une formule serait celle-là. Donc cette formule-là s'applique à la cellule T3, donc concrètement à la cellule concernée, et donc va vérifier que T3 est égal à vide, et S3 est différent de 0, et R3 est différent du vide. Dans ces cas-là, si les trois valeurs sont vérifiées en même temps, la cellule s'allumera en rouge. Là aussi, ce qu'il faut faire pour avancer tranquillement, c'est de gérer case par case, de faire des petits tests au fur et à mesure, et de pouvoir, dans l'utilisation de votre fichier, au fur et à mesure de vos besoins et de vos remarques, faire évoluer votre mise en forme conditionnelle. Il est inutile, à mon avis, de vouloir tout faire d'un coup, et c'est relativement intéressant de pouvoir le décliner au fur et à mesure, en fonction de vos besoins. Voilà à peu près les différentes notions qui devraient vous permettre de pouvoir gérer votre propre fichier. Je vous propose maintenant d'aborder deux derniers points. Le premier, les différentes possibilités pour faire apparaître ces fameux segments ici qui sont relativement intéressants. Ils vont vous permettre de filtrer votre tableau comme nous avons pu le voir ici. Seulement les clients qui sont suivis et les autres valeurs. Et puis de pouvoir aussi faire apparaître quelques éléments graphiques. Alors, comment mettre en place ces différents segments? Encore une fois, ces segments qui correspondent ni plus ni moins aux différents filtres que l'on peut retrouver ici directement dans notre tableau, mais qui vont être présentés de manière un peu plus graphique et plus intéressante lorsqu'on est sûr de devoir filtrer très régulièrement sur différents éléments, et ce qui évite de manipuler le tableau et d'être confronté, encore une fois, comme je parlais tout à l'heure, à cette erreur de filtre qui traîne dans une colonne sans qu'on puisse s'en apercevoir. Les segments sont en général utilisés avec les tableaux croisés dynamiques et les graphiques croisés dynamiques et ont cet avantage de pouvoir être associés à plusieurs graphiques et plusieurs tableaux en même temps, c'est-à-dire permettre, en modifiant les filtres à un endroit, de pouvoir modifier l'affichage de plusieurs tableaux qui y seraient associés. Ici, vous pouvez vous rendre compte que ces segments ne sont pas du tout associés aux différents graphiques qui sont ici, puisqu'en les manipulant, les graphiques ne sont pas impactés, ne bougent pas, puisqu'il ne s'agit pas de segments liés à des tableaux croisés dynamiques, mais bien de segments liés simplement à notre tableau. Pour ce faire, je vais sélectionner mon tableau en mettant n'importe où à l'intérieur, et dans l'onglet de création de tableau, je vais pouvoir ici insérer un segment. Je vais retrouver le nom de tous les segments possibles qui correspondent à tous mes en-têtes de colonne, et par exemple pouvoir avoir un segment qui serait un segment de vendeur que je pourrais faire apparaître, et donc je retrouverai ici directement ce segment que nous avions trouvé qui me permet de filtrer uniquement avec les valeurs qui m'intéressent. Alors pour que ça puisse fonctionner, il faudrait bien évidemment que j'ai plusieurs lignes. Je vais simplement dupliquer ici ma ligne, mettre ici d'autres vendeurs, ici avoir Marc et puis Pierre par exemple, et donc vous vous rendez bien compte que ce segment ici présenté va me permettre de trier uniquement en fonction de mes valeurs, de prendre plusieurs valeurs en même temps, ou de supprimer les différentes valeurs. Donc ici je peux enlever le mode et supprimer les différentes valeurs. Donc ces différents segments, encore une fois vous avez vu, ne sont pas du tout associés à nos graphiques ni au tableau croisé dynamique que nous ferons tout à l'heure, mais sont bien essentiellement utilisés pour modifier notre tableau et l'affichage dans le tableau directement. Ces différents segments que nous retrouvons ici dans le menu contextuel vont pouvoir être présentés sur une ou plusieurs colonnes et être mis en page relativement facilement pour travailler sur leur hauteur et leur largeur afin de s'adapter parfaitement à ce que vous voulez mettre en place et en changeant de couleur directement. Donc voilà comment mettre en place les segments. Là encore une fois, le segment doit être
concentré, hein. Le but n'est pas d'en avoir un nombre très important, mais de bien déterminer quels sont les segments sur lesquels on va avoir besoin de très régulièrement filtrer les valeurs, ne serait-ce que par exemple ici par vendeur, hein, de permettre à chaque vendeur de venir n'accéder qu'à ces données directement sur le tableau. Pour ce qui est des graphiques ici, il s'agit donc de graphiques croisés dynamiques qui ont été générés et qui sont créés à partir de l'onglet calcul qui se trouve ici. Nous avons ici créé 3 tableaux croisés dynamiques qui prennent leurs valeurs dans notre tableau. Si nous regardons au niveau de notre tableau croisé dynamique, la source des données ici s'appelle tab prospect, c'est-à-dire qu'elle vient chercher ses valeurs dans la totalité de notre tableau. Donc là aussi, il est intéressant de venir donner soit une valeur à la plage de votre tableau, soit d'appeler directement, comme je l'ai fait ici, la totalité du tableau en tant que source du tableau croisé dynamique. Donc pour vous rappeler comment créer un tableau croisé dynamique, même si ça faisait l'objet d'un autre tutoriel, il vous suffit de choisir la cellule dans laquelle vous voulez insérer votre tableau, d'aller dans l'onglet Insertion, d'un tableau croisé dynamique, à partir d'une plage ou d'une feuille, et ici effectivement de pouvoir lui redonner égal, donc nous avons dit tab prospect, directement le nom du tableau concerné, ce nom encore une fois que nous trouvons dans l'onglet Formule, dans le gestionnaire de noms, que vous avez donné vous-même au tableau que vous avez créé. Donc ce tableau croisé dynamique, une fois mis en place, va vous emmener sur une présentation comme celle-ci, dans laquelle vous retrouvez ici la totalité des champs de votre tableau, que l'on va pouvoir faire glisser aux différents endroits, colonnes, lignes et valeurs, pour faire apparaître les informations comme nous le souhaitons. Ici, il s'agit de 4 tableaux très simples. Le premier va proposer donc les différents statuts et le nombre d'entreprises. Sauf que nous avons mis en place un affichage en pourcentage. Alors pour gérer ça, on est sur le nombre d'entreprises, paramètres des champs de valeur, on est bien sur le nombre, mais on affiche les valeurs en pourcentage du total général ici. Pour les autres, des simples tableaux croisés dynamiques destinés à compter des quantités. Ici, le mois du premier contact va être affiché sur les différentes lignes. Nous allons simplement compter le nombre d'entreprises concernées par ce mois du premier contact. Et enfin, ici, nous allons pouvoir compter les prochaines actions par rapport aux différentes actions proposées. Pour chacun de ces tableaux croisés dynamiques, nous avons du coup généré dans l'onglet un graphique croisé dynamique correspondant à nos besoins, histogramme, graphique camembert. Alors, j'en prends un au hasard ici pour vous montrer le fonctionnement. Ici, j'obtiens bien le graphique correspondant à mon tableau, c'est-à-dire que dès que mon tableau sera impacté, mon graphique sera impacté, et ce graphique-là, il me suffit de le couper-coller pour le faire apparaître directement à l'endroit de mon choix sur mon tableau de bord pour terminer ma présentation. Voilà donc les différentes étapes de création d'un tableau de prospection comme celui-ci. Je vous rejoins dans une dernière partie pour aborder un petit point mais relativement important. Ces 2 petits boutons que j'ai rajoutés ici, qui vont demander un tout petit peu de programmation, mais je vous rassure, très simple, hein. Je vais vous donner 2-3 lignes de code qui vont vous suffire pour gérer ça, mais qui vont vous permettre 2 actions intéressantes. La première, eh bien, le pouvoir réinitialiser automatiquement tous les filtres. Je vais choisir par exemple ici de n'avoir que de vendeurs, Pierre et Marc et uniquement le suivi. Mes filtres ont été tous activés. Alors certes, je vais pouvoir les désactiver un par un sur les différents segments, mais j'ai la possibilité grâce à ce bouton de les réinitialiser automatiquement. Donc ça, c'est la première étape intéressante. La deuxième étape est liée à l'actualisation des tableaux croisés dynamiques, notamment pour les valeurs qui sont ici, puisqu'en effet, ces graphiques, encore une fois, viennent depuis ces tableaux croisés dynamiques que nous avons créés tout à l'heure. Ces tableaux ne sont pas mis à jour automatiquement, c'est-à-dire que lorsque je vais rajouter un nouveau prospect ou modifier mon tableau des prospects, il ne serait mis à jour qu'à condition de venir ici dans les onglets contextuels et d'actualiser automatiquement mes tableaux pour que les dernières valeurs et dernières modifications soient prises en compte. L'intérêt donc est de pouvoir proposer directement sur le tableau ici un bouton actualisé qui va automatiquement recalculer tous les tableaux croisés dynamiques et mettre à jour en fonction de toutes les données qui ont été générées directement
Alors ici, on voit bien que mes graphiques ont été recalculés, puisque depuis tout à l'heure dans ma présentation, j'ai supprimé énormément de lignes de données, ce qui explique bien que mes informations ici soient relativement épurées. Et donc je vais vous montrer comment mettre en place ces différentes lignes, ces différents boutons, pardon. Donc je suis revenu sur une version de fichier un peu plus complète avec plus d'informations. Donc les graphiques du coup sont un peu mieux renseignés. On peut encore une fois constater la possibilité d'utiliser donc différents filtres qui vont être mis en place. Ici j'applique un filtre sur les clients géré par Sophie. Ces filtres peuvent être mis en place et annulés directement ici, mais le bouton réinitialiser que nous allons créer aujourd'hui va nous permettre de rétablir la totalité des filtres d'un coup, tout comme ici l'actualisation va permettre la mise à jour automatique de tous ces graphiques qui sont ici, qui s'actualisent automatiquement, comme vous venez de le voir à l'instant, en fonction des dernières valeurs qui ont été rajoutées. Pour mettre ça en place, il nous faut d'abord faire apparaître ici l'onglet développeur que nous allons donc trouver ici dans les fichiers, dans les options, personnalisation du ruban, et nous allons retrouver ici l'onglet développeur pour lequel il va falloir cocher la case pour le faire apparaître directement dans votre ruban à vous sur votre version d'Excel. Par défaut, il n'est pas activé. Cet onglet développeur donc va vous donner accès à différents outils, notamment à un mode création pour insérer des boutons et un accès ici au visuel basique et aux différentes macros. Donc visuel basique qui vous permet d'accéder également avec le raccourci Alt F11 à une autre fenêtre dans laquelle nous allons découvrir la mise en place de macros, quelques petites lignes que nous découvrirons ici. Donc pour ce faire, il vous faut d'abord créer deux boutons. Mettez-vous en mode création et venez ici insérer deux simples boutons comme ceci. Active le bouton de formulaire qu'il vous suffira ensuite de venir dessiner directement où vous voulez. On affectera la macro plus tard et il vous suffit après de gérer simplement le texte à l'intérieur de ce bouton, réinitialiser, actualiser ou le texte de votre choix. Une fois que ce bouton a été créé, il vous faut donc maintenant créer des macros, c'est-à-dire des tout petits programmes, des actions qui vont pouvoir lui être affectées. Bon, ce bouton, je vais le supprimer parce qu'on en a déjà deux, mais dans l'idée, il faudrait donc faire deux boutons comme ceci. Au niveau des macros, on va accéder au visuel basique et venir ici au niveau du module, faire première chose, l'insertion d'un module, puisque de base, normalement, il n'y en a pas directement lorsqu'on arrive sur Excel. Dans ce module, nous allons créer deux petites formules. Alors, la première ici, et la seconde, la première qui servira au reset et la deuxième à rafraîchir les données. Le principe étant le même, sub and sub permet de déterminer le début et la fin de la macro de la fonction. Ici, un commentaire qui explique son utilité, donc pas forcément nécessaire pour vous de le saisir. Et enfin ici, la programmation qui est mise en place, qui lui dit que for each, pour chaque SS Slice, c'est le nombre de segments. Pour chaque segment dans la feuille de calcul active, on va simplement nettoyer manuellement les filtres. Donc cette action-là permettra de remettre tous les filtres à zéro automatiquement en cliquant sur le bouton. Pour la deuxième, sub toujours pour le début et nsub pour la fin. Le refresh qui est simplement le nom que j'ai attribué à cette macro. Les deux parenthèses encore une fois qui déterminent qu'il s'agit bien d'une fonction. Cette ligne en vert est en fait un commentaire que j'ai rajouté qui est facultative. Et la seule commande qui est mise en place c'est Active Workbook Refresh All qui veut dire simplement qu'on va rafraîchir toutes les données de la feuille sur laquelle nous sommes actuellement actifs. Donc il vous suffit simplement pour ces deux boutons là de recréer dans le module 1 que vous venez d'insérer, de recopier ces différentes lignes pour recréer exactement ces deux mêmes fonctions, reset et refresh. Pensez à enregistrer votre travail une fois terminé et à fermer le V-bulletin, les macros. Et enfin, d'aller sur votre bouton et d'affecter une macro au choix entre les deux que vous avez mis en place pour que l'action soit associée au bouton et vous permettre du coup de pouvoir manipuler un petit peu mieux votre tableau de bord de manière automatique.
Voilà, c'est terminé pour ce tutoriel, en espérant qu'il vous apportera suffisamment d'indications et de pistes pour élaborer votre propre tableau de bord de prospection. Encore une fois, un outil très personnalisé et vraiment à spécialiser en fonction de votre secteur d'activité, de votre type de prospect, du type de prospection et surtout de vos attentes, de vos besoins et de votre fonctionnement. Vous réaliserez assez rapidement que entre le tableau que vous allez créer au départ et son évolution dans le temps, vous aurez besoin d'apporter régulièrement de nombreuses améliorations et modifications. Il n'y a qu'à l'usage qu'on peut vraiment créer un tableau qui soit vraiment fonctionnel et corresponde à vos besoins. En espérant vous avoir aidé avec ce tutoriel, bonne journée à vous. Au revoir.